jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est encore un secteur qui va bien et qui embauche. Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian, bonjour. Bonjour. Le groupe de santé, les EHPAD, les hôpitaux. Ce qui est formidable, et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, c'est que vous êtes une des premières entreprises à vous engager aussi massivement dans ces emplois passerelles, hein, ces contrats de conversion d'entreprises qui vont moins bien vers des entreprises qui vont bien. Le gouvernement l'avait annoncé il y a quelques mois et ça y est, c'est aujourd'hui le coup de départ avec vous d'ailleurs. Sophie Boissard, vous allez donc prendre et former des salariés de Richebourg pour en faire des aides-soignantes par exemple dans vos établissements. Racontez-nous comment ça se passe. Alors écoutez, les emplois passerelles, c'est très simple. Ce sont des salariés qui aujourd'hui travaillent dans le secteur de la propreté, qui ont envie d'aller vers les métiers de la santé, du service à la personne. Donc elles vont avoir une semaine de mise en situation dans un établissement avec des tuteurs pour voir si vraiment de chaque côté, le courant passe. Et ensuite, elles partent, il ou elle, en l'occurrence ce sont des elles ce matin, partent pour 14 mois, de formation, d'accompagnement avec un tuteur ou une tutrice dans un établissement, pour aller vers le diplôme d'état d'aide-soignante au bout de 14 mois. Et ensuite, elles rejoindront, nous les embaucherons dans un CDI, dans nos effectifs. Ce qui est formidable, c'est que non seulement elles ne vont pas se retrouver au chômage, parce qu'elles sont dans des entreprises qui vont moins bien que la vôtre, en plus elles vont être qualifiées, elles vont avoir un diplôme, et ensuite elles vont gagner souvent plus que ce qu'elles gagnaient avant. Tout ça sans jamais passer par la case chômage. Je crois que c'est vraiment un travail très, très collectif. C'est l'entreprise, ce matin, c'est avec de Richebourg, qui accompagne ses salariés vers ces reconversions. Donc, il va maintenir leur salaire pendant toute la durée du parcours. Ce sont les organismes paritaires qui vont compléter de manière à ce qu'elles bénéficient d'un salaire à temps plein pendant les 14 mois, alors qu'aujourd'hui, elles sont pour la plupart à temps partiel. Je pense que c'est un point très important. Et puis, nous prenons vraiment un engagement très fort de les recruter en CDI dès qu'elles auront obtenu leur diplôme d'État, et bien sûr on prend en charge tout ce qui a trait au coût de la formation. Donc en fait il a fallu qu'on soit finalement tous ces partenaires autour de la table pour construire le parcours. Aujourd'hui ce sont 24 salariés qui ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif, et mon objectif il est très clair, c'est 200 salariés de plusieurs entreprises partenaires dans ces parcours d'ici la fin de l'année, parce que chaque année nous recrutons environ 2000-2500 aides-soignantes, et l'objectif que je poursuis, c'est qu'au moins la moitié de ces recrutements, ce soit nos propres salariés que l'on porte vers la qualification d'aide-soignante avec le diplôme d'État, soit des jeunes en apprentissage, et vraiment je crois profondément à l'apprentissage, notamment pour les métiers de la santé, soit effectivement des salariés plus expérimentés qui veulent avoir une deuxième carrière et rejoindre ce secteur de la santé qui est à la fois un métier de sens, un métier d'avenir et un métier qu'on peut exercer de plein de manières différentes. Alors le groupe Korian, effectivement, sur ce secteur de la santé qui est en fort développement, vous pourra redonner un chiffre, je crois que chaque année vous recrutez 5000 personnes en France, 11 000 dans l'ensemble de vos établissements. Je rappelle aussi que Korian, c'est 520 000 patients et résidents dans 1000 établissements, dont à peu près un tiers d'EHPAD. Est-ce que vous faites tout ça, l'apprentissage, les emplois passerelles, parce que vous avez vraiment des besoins d'embauche et que vous ne trouvez pas les personnes qualifiées, ou est-ce que vous faites ça aussi par conviction ? Les deux en fait, et nous développons parce que les besoins sont là à travers l'Europe. Donc c'est effectivement, l'année dernière nous avons recruté 11 000 personnes, 5 000 en France, malgré la situation épidémique que l'on a connue, que l'on connaît. Et nous avons aujourd'hui comme perspective de recruter au moins 10 000 à 12 000 personnes chaque année, avec une croissance de l'ordre de 10% dans les années qui viennent. Et encore une fois, nous sommes effectivement des métiers de service, donc il faut évidemment des personnels de santé formés au chevet des patients, en accompagnement des résidents. Et puis, nous avons aussi une responsabilité sociale. Nous sommes chacune de nos cliniques, chacune de nos maisons sont finalement un employeur important dans la localité dans laquelle ils sont implantés, 1000 établissements à travers l'Europe. Et nous considérons qu'une de nos vocations, c'est aussi de faire vivre le tissu local, de donner des emplois à des jeunes, d'ouvrir des parcours de formation
rémunération, rémunérés. Et donc, ça participe clairement de notre vocation sociale. Et pour moi, c'est aussi important que, je dirais, la performance économique. C'est vraiment la qualité du soin, notre rayonnement social et bien sûr, évidemment, la soutenabilité de notre modèle. Alors, vous parlez juste de performance économique. Une question quand même, parce qu'en regardant votre dossier hier, je me suis rendu compte quand même que vous aviez divisé par 2 vos bénéfices l'an dernier, un peu plus de 60 millions d'euros. Pour quelle raison ? Parce qu'on peut penser effectivement que ce secteur de la santé, de l'accompagnement dans la vieillesse est à fort développement. Pourquoi est-ce que votre bénéfice s'est divisé par 2 ? C'est très simple, c'est l'effet de la crise du Covid. Tout au long de l'année dernière, nous avons dû interrompre ou limiter les activités. Par exemple, tout ce qui est hospitalisation de jour en clinique est interrompu pour des raisons évidentes. C'est encore le cas aujourd'hui, là, en ce moment ? On travaille avec des capacités qui sont... Ça dépend des situations épidémiques, mais on travaille avec des capacités qui sont un peu réduites. Et puis là, actuellement, en France, par exemple, avec le confinement et la déprogrammation d'interventions chirurgicales à court terme, il y a évidemment moins de personnes qui viennent en clinique de soins de suite ou qui viennent ensuite suivre des traitements. Donc voilà, l'activité est encore assez cyclique. Mais le choix qu'on a fait, et ça c'était très important, c'est évidemment de maintenir la totalité de nos établissements ouverts, évidemment de mettre à disposition du personnel supplémentaire pour faire face à la situation épidémique. Donc tout ça, plus l'augmentation du prix des équipements de protection, les masques, etc. il y a un an, tout ça évidemment a renchéri nos coûts liés au Covid. Ceci étant, comme vous le dites, effectivement, les besoins en termes d'accompagnement du grand âge, des patients chroniques ne cessent de croître. Et très clairement, on a besoin de nos métiers, qui sont des métiers essentiels, non seulement en France, mais à travers toute l'Europe. Et c'est aussi pour ça que l'année dernière, on a choisi de continuer à investir. On n'a jamais autant investi d'ailleurs, avec le soutien de nos actionnaires, 1,2 milliard, pour continuer à moderniser les cliniques, construire, ouvrir des nouvelles capacités, et puis aussi nous développer dans des métiers et des services qui sont importants, comme la santé mentale. Santé mentale qui est très préoccupante aujourd'hui en France, après un an de confinement successif. Vous confirmez que vous aussi, vous constatez de la détresse psychologique et mentale chez de plus en plus de nos compatriotes ? Alors, je peux dire ce qu'il en est vu de notre fenêtre. Ce que l'on voit effectivement, c'est que les besoins de consultation dans les centres de santé mentale que nous exploitons sont extrêmement forts chez les jeunes. Beaucoup d'angoisse, beaucoup effectivement de dépression. Il y a aussi tous les troubles alimentaires. Je crois en particulier pour les jeunes adultes, le fait d'être confinés, de plus pouvoir voir leurs proches, de pas non plus d'avoir des parcours aussi de formation un peu heurtés, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Ouais. Ça fait partie malheureusement de ce que la crise du Covid nous aura laissé, et je pense qu'il faut qu'on trouve tous ensemble les moyens d'accompagner, de réinsérer et de soutenir, en particulier dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on a appris de cette crise en matière de collaboration entre public et privé ? Tout à l'heure vous évoquiez le prêt de personnel, notamment dans les périodes de tension. Est-ce que aujourd'hui ça fonctionne mieux qu'il y a un an, cette collaboration entre les hôpitaux publics et les cliniques privées ? Oui, elle fonctionne, elle a bien fonctionné dans l'urgence, elle s'est bien montée, et je crois que ça fait partie des choses qu'on gardera partout après la crise du Covid. On voit à quel point, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu évidemment besoin des hôpitaux pour tester et pour hospitaliser les malades du Covid, en particulier pendant le premier pic. On a ouvert des lits aussi dans nos cliniques, dans nos maisons de retraite à travers l'Europe pour décharger les hôpitaux. Beaucoup, on a pris en charge près de 6000 malades du Covid après la phase aiguë. Aujourd'hui, on a des cliniques spécialisées dans les soins respiratoires qui prennent en charge des Covid longs. On a aussi mis en place des plateaux pour pouvoir donner de l'expertise à distance dans les différentes maisons de retraite, les différentes structures. Et tout ce travail a très bien fonctionné entre professionnels de santé d'un territoire, je dirais, quels que soient les statuts. Et ça, c'est vraiment l'avenir, parce que les besoins sont là et que finalement, la santé, ça se joue à l'échelle d'un territoire en mobilisant toutes les compétences présentes. Encore une question
question sur la vaccination. On est en pleine montée en puissance. Quelle est votre contribution en matière de vaccination? Alors, première chose, on vient de terminer complètement la première campagne de vaccination pour les résidents des maisons de retraite à travers l'Europe. C'est terminé et avec des résultats spectaculaires puisqu'en réalité, aujourd'hui, le nombre de personnes malades du Covid, c'est je crois 0,4% au dernier pointage de l'ensemble des résidents à travers l'Europe. Ouais. Quel soulagement par rapport à la première vague. C'est incroyable les bénéfices du vaccin. Je crois je calculais hier, on a vacciné 150 000 personnes à travers l'Europe et on n'a pas eu un seul cas de situation difficile, d'effet indésirable du vaccin. Maintenant, le prochain défi, c'est vacciner tous les professionnels de santé, tous les intervenants dans nos structures, en France, puisque c'est en France que le chemin reste encore le plus important. Ça dépend évidemment des... Oui, parce que pour l'instant, ils ne sont pas prioritaires dans les objectifs du gouvernement, contrairement à d'autres pays. Hein. Ils sont devenus maintenant, ils sont complètement prioritaires. Donc on va le faire. 10 000 vaccinations entre maintenant et la mi-mai. Et au passage, puisqu'on est bien approvisionné, et là je voudrais saluer le travail formidable qui a été fait par le ministère de la Santé, eh bien on vaccine aussi eh bien les proches, les aidants. Finalement, on joue le rôle de petit centre de vaccination de proximité. Et ça marche très bien. Donc je suis vraiment très très confiante sur le fait que voilà, à la fin du printemps, probablement cette bulle d'immunité qu'on est en train de créer autour de nos établissements va se conforter et qu'on va progressivement revenir vers un semblant de retour à la normale. Eh bien, merci pour ce message, j'espère qu'on en a bien besoin en ce moment. Merci Sophie Boissard, directrice générale du groupe Corian, d'avoir été avec nous ce matin. 8h30.